Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient pour une formule déconfinée. Enfin, on a pu retourner au cinéma et dans les premières semaines de sortie, on a eu le droit à plein de films, dont des films français, dont des films de science-fiction, mais il n'y avait plus ou moins qu'un seul film de science-fiction français. C'est Le Dernier Voyage, donc le film de science-fiction français réalisé par Romain Quiro, ou Quiro, je ne sais pas comment on prononce, excuse-moi Romain, si tu nous écoutes. Pour m'accompagner dans ce dernier voyage, j'ai trois aventuriers de la science-fiction et du cinéma français, parce qu'ils adorent ça tous les trois. Charlie, bonjour, comment ça va Charlie ? Ça va très bien. Ah bah écoute, Todo Match. Todo Match, comme toujours. Voilà, là on peut le dire, là c'est du film français, Todo Match à fond. Est-ce que c'est français mais c'est cool, ça on le verra après. Ouais, voilà, exactement. Exactement, on ne spoil pas trop. On a avec nous aussi Gabin. Comment ça va Gabin ? Eh ben ça va, c'était mon premier film du retour au cinéma du jour de la réouverture et l'équipe est venue faire un petit coucou, c'était mignon. Ah là là, Gabin alias Barry maintenant dans l'équipe, on sait tous. C'est du whitewashing. C'est du whitewashing tout à fait, et tu en es fier en plus. Non, pas trop. trop. Personne. Et on a avec nous pour finir notre fan de science-fiction préféré et notre fan de films français un peu moins préféré, c'est Karl. Comment ça va Karl ? Bah ça va, j'ai pu m'enfermer dans une salle et regarder un film et pourquoi j'attendais que ça revienne en fait ? Bah, parce que c'est bien. Enfin bref, on en reparlera après. On va commencer cette critique, mais avant, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux. Vous pouvez venir discuter avec nous sur Discord, suivre notre actualité sur Twitter et retrouver nos émissions passées, présentes, à venir, ainsi que nos critiques sur Aosha via Micro-Stockholm, le réseau de podcasts, et sur notre chaîne YouTube. On est parti, la critique commence maintenant. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Le Dernier Voyage, donc film de science-fiction français réalisé par Romain Quiro. Charlie, qu'est-ce que c'est que tout ce micmac là, film de SF français, d'où ça sort ? Alors c'est une adaptation en fait d'un court-métrage de Romain Quiro qui avait pas mal voyagé, qui avait gagné une 50aine de prix en festival et qui avait même été sélectionné dans les derniers, je crois que c'est les 50 derniers courts-métrages pour les Oscars. Donc un court-métrage qui s'appelait Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R. Donc on a rallongé le court-métrage et on a raccourci le titre. Et donc, comme indiqué dans le titre du court-métrage, on suit un personnage qui est Paul W.R., qui est en fait une sorte de pilote d'élite qui est supposément le seul à être capable de sauver le monde en pénétrant manuellement dans l'atmosphère de la Lune rouge. L'astre géant dont le minerai est une source d'énergie inépuisable, mais qui se dirige tout droit vers la Terre et donc qui laisse augurer une fin du monde assez terrible. Or, 7 jours avant la fin du monde annoncée, Paul disparaît et avec lui les espoirs de l'humanité. Donc dans ce futur post-apocalyptique ou pré-apocalyptique, on est un peu entre deux apocalypses on va dire, totalement désertique, on suit ce personnage de Paul W.R. qui va tenter d'échapper à cette mission parce qu'il est persuadé que pour sauver le monde, il doit justement tout faire pour ne rien faire. D'accord, et donc du coup ça c'est le synopsis du long métrage et du court métrage aussi, c'est ça ? Non, le court métrage je ne l'ai pas vu, je ne m'avancerai pas à dire exactement de quoi il parle. Ça reprend en tout cas le personnage et une partie de cette quête, mais je ne sais pas exactement comment ça a été modifié cette histoire pour passer au long. En tout cas là au vu de ce que tu nous dis, c'est quand même un pitch de SF assez soutenu, assez dantesque, comme on a peu l'habitude de le voir dans le cinéma français, en tout cas depuis plusieurs années maintenant, hein. C'est vraiment un truc qui est propre maintenant à plusieurs autres pays, surtout les États-Unis, mais pas que. Du coup, il doit y avoir un travail assez important au niveau visuel, au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'univers, pour créer un tout cohérent, non ? Ouais, clairement c'était, je pense que c'est la chose qui, pendant le développement du film, a dû faire peur à plus d'un. C'est effectivement le gros écueil qu'il fallait éviter, c'est que ça fasse cheap et qu'on n'y croit pas. Et forcément, avec un budget assez serré, on est à 3,5 millions d'euros de budget. C'est à peu près un budget moyen dans le cinéma parce que le budget médian, il est à peu près à 3,6 millions. Donc voilà, on est totalement dedans. Et pour un film qui doit créer comme ça tout un univers visuellement, des costumes, les décors et surtout les effets spéciaux, c'est quand même un budget qui reste assez serré. Et pour être honnête, visuellement, le film il fonctionne très bien. Il s'en sort en réduisant au minimum les décors. On sent
régulièrement qu'il n'y a pas d'argent, mais on le sent parce qu'on fait attention, quoi. C'est-à-dire que si on y va sans avoir d'attente spécifique, on peut être qu'agréablement surpris. La majorité du film, il a été tourné au Maroc en plein désert, donc forcément ça réduit les coûts et on recycle des décors existants comme une station-service qui est un vestige d'un ancien film américain ou une station spatiale qu'on fait dans un ancien centre sportif. Enfin voilà, on reste assez ingénieux, mais le résultat c'est que devant l'écran, on passe plutôt un bon moment. L'univers il est assez généreux, assez riche. Les images sont très belles. Et puis surtout, ils ont réussi à économiser là où ils peuvent pour mettre l'argent là où il fallait, c'est-à-dire les effets spéciaux, qui eux sont vraiment très réussis. On a les incrustations d'éléments de décor dans le désert, des objets technologiques. Alors il y a ces espèces de petits robots qui flottent à la Star Wars qui sont censés suivre les gens recherchés et les espionner. On a des petits robots aussi à la Minority Report, des hologrammes, des cartes crédit du futur, enfin tous ces éléments-là, et puis surtout la Lune Rouge et toutes les virées spatiales sont très réussies. Est-ce que tu as la mise en scène qui aide aussi à ça? Parce que là, je pense, quand tu me dis à tout ça, quand je vois les effets spéciaux, à une série qui s'appelle Le Visiteur du Futur, qui est une web-série qui avait quasiment aucun budget sur sa première saison et qui s'est développée petit à petit, et qui du coup devait fait un film, surtout sur les deux premières saisons. Le tournage a été fini cette année. C'est vrai, il y a le film en plus, j'espère qu'on en parlera un jour. Mais je me rappelle que les deux premières saisons, entre autres, faisaient montre de beaucoup d'effets et de trucs de mise en scène pour cacher le faible budget. Est-ce que tu le ressens ça dans des choix de cadrage, dans des choix de montage? Non, la mise en scène, on n'a pas du tout le sentiment que la mise en scène trafique pour essayer de pas nous faire voir qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que tu peux le sentir par moments dans les décors et tout, parce que tu vois bien que en fait il y a certaines choses qui sont réutilisées, et puis on met des trucs qui n'ont pas trop d'époque, mais qui sont de notre époque pour pas faire sentir qu'on n'avait pas possibilité de créer entièrement cet univers, voilà. Mais au niveau de la mise en scène, on sent qu'il a filmé ce qu'il avait en tête d'une certaine manière, et pas qu'il n'a pas été contraint. On ressent pas une contrainte réelle. C'est ce que j'appelle moi une mise en scène descriptive, c'est-à-dire qu'elle ne filme que ce qu'on montre à l'écran et puis point barre. Ouais. D'accord. Karl, toi, tu voulais réagir un peu sur l'idée du budget, du coup, parce que tu trouves que justement c'est un petit budget pour ce genre de film, ou au contraire que ça en était bien trop gros? Il est à 3,5 millions, il me semble, ce qui est... Ouais, ce que disait Charlie, ouais, tout à fait. Ce qui est beaucoup plus que le budget que peuvent espérer la plupart des réalisateurs pour un projet de science-fiction en France. Et donc, pour moi, c'était vraiment le minimum syndical pour avoir un truc qui ressemble un minimum à quelque chose. Et même comme ça, on sent bien... Charlie parlait de Star Wars, on sent bien la réutilisation de design ou de certaines techniques qui permettent aussi de limiter à fond le budget. Mais ça permet effectivement d'avoir un film qui... Enfin, ils auraient pu sûrement... ils auraient voulu avoir un labo qui fasse un peu plus futuriste, avoir des voitures qui fassent un peu moins 2 chevaux sans roues. Mais ça vit très bien dans le contexte qui est mis, et en plus c'est un autre truc qui est permis par le genre post-apo où comme c'est après une première chute de l'humanité et peut-être une deuxième qui arrive, il n'y a pas non plus besoin que ça parte en rayon laser de partout. Ça peut être quelque chose d'assez calme, comme on avait vu dans la première heure d'Interstellar ou dans le premier Mad Max par exemple. Oui, effectivement. Gabin, toi aussi tu voulais rebondir sur l'univers et l'aspect visuel? Moi je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. À aucun moment en regardant le film je me suis dit que c'était mal fait ou alors que c'était pas à la hauteur d'ambition. On sent évidemment que le budget est minimal, mais voilà, ça passe quand même visuellement. Et comme on l'a dit, le fait que ça soit tourné au Maroc, dans le désert, c'est quand même justifié dans le scénario. Moi en tout cas, voilà, j'ai pas été choqué. Puis comme le disait le réalisateur, donc quand il a un peu présenté le film, il a mis 7 ans avant de pouvoir le faire, parce qu'il disait que personne croyait en ce projet. Tout le monde lui disait de la science-fiction, chez nous ça marchera jamais, des voitures volantes, personne trouve ça crédible en France. Et du coup je trouve ça quand même vraiment dommage de te dire que tu essaies de porter un projet qui
n'arrive qu'aux États-Unis, soi-disant, et que personne ne croit en toi. Et là, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le film est donc distribué par Tandem, qui est une toute nouvelle boîte de distribution. C'est leur tout premier film, donc ils sortent pile le jour de la réouverture des cinémas. Donc je trouve ça assez audacieux de leur part de se permettre un tel challenge. Donc sachant que c'est aussi un distrib qui va donc sortir Sound of Metal, notamment avec Riz Ahmed. Mais voilà, en tout cas, je trouvais ça assez audacieux de leur part de sortir ce film aujourd'hui, quoi. Pour finir sur l'esthétique, Charlie, tu voulais revenir sur le fait qu'il y avait un aspect recyclé, comme disait Karl. Ouais, recyclé, en fait, là, moi, j'ai mis en avant un peu tout ce qui était bien, entre guillemets, hein, visuellement, tout ce qui pouvait fonctionner vraiment au premier degré. Mais le côté recyclage m'a posé problème, en fait, en dehors de cette considération de budget, pour plusieurs raisons. C'est d'abord le recyclage de cette esthétique années 80 qui moi, me dérange. Parce que c'est pas forcément justifié par rapport à l'univers et que en fait moi ça me fatigue d'avoir des années 80 un peu partout juste parce que on a l'impression que c'est cool. Et autant je peux encore entendre que ça peut avoir un intérêt parce qu'on peut se dire que dans ce futur-là où il n'y a plus de perspective, alors on revient à des vieilles nostalgies et tout ça, mais bon, je suis pas hyper convaincu, mais c'est surtout que cette esthétique, on la retrouve aussi, notamment dans les musiques, alors avec des musiques d'Eddie Mitchell, des choses qui ne marchent absolument pas et n'ont pas de sens en fait, hein, n'ont aucun sens en termes de narration. Donc ça me fatigue déjà, c'est ce côté années 80 qu'on retrouve partout. Dans les accessoires, dans les costumes, dans la musique. Et puis l'autre problème aussi pour moi, c'est Karl en parlait par rapport au fait que effectivement reprendre des designs existants, faire des références, ça permet d'économiser en fait simplement de la recherche et donc du travail et donc de l'argent. Mais le côté ultra référencé du film, d'un peu partout, on a des références à Star Wars, on a des références à Minority Report, on a des références à Mad Max, on en a partout. Moi ça me pose problème dans le sens où je trouve que c'est pas bien intégré. On les sent énormément et en fait du coup on a un peu l'impression, tu parlais du Visiteur du futur, mais en fait il y a un peu de ça dans le sens où du coup au final on a juste l'impression, moi j'avais le sentiment par moment de regarder une fanfiction mais avec une maîtrise technique parce que en termes de réalisation c'est quand même maîtrisé et voilà, avec une maîtrise technique et avec des moyens, mais une fanfiction quand même et moi c'est quelque chose qui m'a quand même plutôt dérangé. Moi, je vous propose qu'on avance un petit peu. Donc là, pour l'instant, on parle surtout de l'aspect technique. Et pour reprendre un des grands sages de la critique du cinéma français, la technique, c'est sympathique, mais tout seul, ça pue de la gueule. Donc, quelles sont les thématiques du film ? Et du coup, l'une des premières thématiques que vous m'avez marqué sur le conducteur, c'est la dichotomie entre l'enfance versus le monde des adultes, donc la rationalité. Gabin, c'est une thématique importante du film, du coup, pour toi ? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment la base du scénario, parce qu'en fait, Paul W.R., c'est le fils d'un grand scientifique qui veut à tout prix sauver le monde, donc son papa, c'est Jean Reno, voilà, rien que ça aussi, ça a quand même un symbole, et donc, en fait, lui et son frère sont censés être les seules personnes à pouvoir donc sauver le monde, sauf que ça se passe pas très bien, ce qui fait que les deux frères doivent s'affronter, donc il y a quelque chose de très intimiste et de très familial finalement dans le scénario, et c'est pour ça que je me dis c'est un film de science-fiction, mais j'ai plus l'impression que le film passe son temps à à vouloir à tout prix repousser la science-fiction le plus loin possible, justement parce que le personnage ne veut pas partir dans l'espace, et donc ça devient finalement davantage une course, une chasse du jeu entre le chat et la souris, puisque c'est le petit frère qui chasse le grand frère, donc les deux frères incarnés par Hugo Becker et Paul Ami. Et voilà, donc c'est plus une traque familiale qu'un film de science-fiction en fait, à mon sens. Oui, le film emprunte à plusieurs genres, c'est aussi un road movie avec cette poursuite, c'est aussi un buddy movie avec une gamine avec laquelle Paul W.R. devient pote au fil de sa fuite. Mais encore une fois, on revient à cette question du mélange, les références et les genres. Je sais pas s'ils ont été parfaitement digérés avant d'être rentrés dans ce film. Peut-être que le réalisateur avait
trop de trucs à dire, trop envie de faire des choses. Moi, par exemple, la thématique qui m'a le plus marqué, c'est Paul W.R. qui doit accepter sa destinée. C'est une sorte de voyage du héros qu'il doit parcourir, puisque dans l'histoire, Charlie a dit c'est censé être le seul homme capable de sauver le monde, et bah, lui il veut pas parce que pour sauver le monde faut rien faire. Sauf que le monde entier lui dit qu'il doit agir, et le film se base sur lui, c'est en gros est-ce que tu grandis ou pas, quoi. Et ça avance un peu bizarrement. Ça implique sa relation avec son père qui a l'air d'être le gars parfait mais qui en même temps le bloquait quand il était gamin. Encore une fois la dichotomie enfant-adulte dont parlait Charlie. Mais après cette acceptation de la destinée qui arrive à la fin, on va pas préciser dans quel sens, ça me paraît un peu être le scénario qui dit c'est fini, hein, ça fait 1h30, au revoir. Je trouve qu'il y a effectivement un côté un petit peu artificiel dans la manière dont on résout en fait cette dichotomie-là, enfance contre monde adulte. Je trouve que c'est très... dans une interview, le réalisateur, il parlait de Blade Runner et du fait que c'était un film qui l'avait marqué parce qu'il lui avait montré qu'on pouvait ne pas être manichéen et en gros être un peu plus complexe et dans les réponses et le propos apporté. Je trouve qu'on ne trouve pas ça du tout dans son film en tout cas, et qu'il y a vraiment un côté très artificiel dans cette opposition entre enfance et monde adulte, où en gros d'un côté il y a la rationalité qui dans l'idée a tous les signes de la raison, et de l'autre côté on a quelqu'un qui rêve et qui dit oui mais mes visions et mon rêve il faut leur faire confiance, et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et je trouve ça dommage, et surtout du coup la manière dont on résout ça à la fin est un petit peu naïve, et du coup par sa naïveté je trouve que ça enlève de la force au propos, parce que ça l'appauvrit en fait, parce que l'opposition entre enfance et monde adulte, ça va quand même être un petit peu plus complexe et intéressant et riche que ça, quoi. Gabin, tu voulais réagir à ce que vient de dire Charlie ? Je suis quand même assez d'accord, même si j'aime bien le film malgré tout. Je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas forcément à 100% au niveau du scénario, parce qu'il y a quand même pas mal de répétitions finalement, puisque la traque entre les deux frères, en gros on a Paul Ami, donc qui est le petit frère qui est un petit peu aliéné depuis son voyage dans l'espace, qui voit des gens, il se passe quelque chose, et en fait c'est le même ressort scénaristique qui se reproduit 2-3 fois, ce qui fait que on n'a pas trop l'impression que ça avance, mais plutôt de voir le film se répéter. Donc j'essaie de pas trop entrer dans les détails pour pas trop spoiler ce qui se passe, mais du coup j'étais un petit peu déçu de ça, et c'est vrai que même s'il y a donc ces flashbacks en noir et blanc, donc qui nous montrent l'enfance des personnages et donc le rapport au père, voir en quoi les trois personnages s'opposent et gravitent tout de même les uns autour des autres, c'est vrai qu'on a l'impression que tout se goupille un peu trop rapidement dans la fin, qui est un petit peu un festival où là on s'est dit on a repoussé l'action du début jusqu'à la fin, donc là on est obligé d'un peu tout faire péter avec le budget qu'on a, voilà. Mais c'est vrai que sur la fin c'est un petit peu décevant, parce que c'est très vite bouclé et c'est un peu décevant quand même. Charlie ? Ouais, je voulais rebondir par rapport finalement en fait à ce qu'on reproche globalement au film, qui est en fait son écriture scénaristique. Parce que au fond moi ce qui me dérange en fait, c'est que on se retrouve, j'ai vraiment l'impression de me retrouver avec un film qui est le résultat d'une V1 de scénario. Donc je trouve ça dommage, parce qu'on enchaîne au final beaucoup de moments attendus, de choses qu'on a déjà vues 1000 fois, qui sont vraiment les passages obligés de ce qu'on s'imaginerait comme une épopée de science-fiction aujourd'hui, quoi, avec les références qu'on a à notre époque. Et je trouve ça dommage, parce qu'en plus le film, au départ, on commence avec un petit côté fable d'enfant, parce qu'on a l'impression que ce qu'on nous raconte vient d'un imaginaire d'enfant,
Et au final, on revient là-dessus derrière parce qu'on comprend que non, en fait, ça c'était juste une vision du personnage. Et du coup, on ramène ça, on rationalise ça. Mais du coup, cette opposition entre enfance et adulte, elle ne fonctionne plus parce qu'elle est trop... Il n'y a pas de lien, en fait, entre ces deux mondes qui est fait. Et du coup, le film, il paraît jamais... il est jamais ancré dans quelque chose, il est toujours dans un extrême ou dans l'autre. Et je trouve ça dommage. Ouais, parce qu'en plus, il commence sur les mots « j'ai fait un rêve » et c'est avec des dessins d'enfants qui te racontent le futur de notre humanité. Et tu dis, ah bah ça va être quelque chose d'un peu onirique, un conte. Un truc à la Petit Prince, mais science-fictionnel, quoi. Et à la fin, t'as un numéro de Metal Hurlant des années 70. Exactement. Ouais. Mais effectivement, il y a peut-être trop de références, même dans l'écriture, que le réalisateur veut brasser. Moi, c'est marrant, depuis le début, j'osais pas le dire, mais j'ai pas vu le film, mais ça me fait penser à un film français de science-fiction de 1998. Je ne sais pas si vous l'avez. Non. Non, pas du tout. C'est un film de Cédric Clapiche qui s'appelle Peut-être. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, pas du tout. Non, où c'est le soir du réveillon de l'an 2000 où en fait un gars avec sa copine ils sont en train de coucher dans les toilettes la soirée et je hack l'émission pour vous raconter ce pitch improbable quand même. Et au moment où il va finir, elle lui dit qu'elle veut un enfant et donc il se retire prématurément. Et en gros, ça va pas trop. Et alors qu'il est dans les toilettes en train de penser à sa vie, il y a un mec qui débarque du plafond, qui casse le plafond avec il y a du sable qui en sort et en fait c'est son fils ou son petit-fils de 60 ans dans le futur et il lui demande de venir parce qu'il va en train de changer les éléments du passé et il l'amène dans un Paris post-apo où le sable a tout recouvert, la tour Eiffel et tout le monde est en train de mourir. Enfin, un truc improbable de Cédric Clapiche. Et j'y pense un peu parce qu'il y a vraiment ce rapport entre est-ce que je peux rester un petit gamin toute ma vie ou est-ce qu'il faut que je devienne un daron et que je prenne mes responsabilités. Et un autre propos qui est aussi dans les deux films, c'est le propos écologique. Voilà, tout ce long hacking était pour rebondir sur notre conducteur. La transition la plus longue d'Hyperlink. Écoute, mais ça vous aura tous appris, auditeurs et vous-même, que ce film existe. Et maintenant, je sais que vous allez aller le voir. Surtout qu'on a visuellement un parallèle qui fait écho à ce questionnement écologique qui est effectivement la tour Eiffel dans le désert, qui est un des moments forts visuellement du film, mais en même temps est-ce que nécessaire, c'est une autre question. Mais oui, je pense que à travers ce questionnement entre enfance et monde adulte, en fait la question qui est la plus présente dans le film, c'est la question écologique. Et justement, en fait, elle fait écho à cette opposition entre enfance et monde adulte parce qu'il y a un côté, en fait, la naïveté et en même temps l'évidence dans le rapport à la nature que peut avoir l'enfance est vue comme le futur écologique, alors que la rationalité, le monde adulte qui a mené le monde là où il est, l'économie, parce qu'il y a quand même tout un truc économique autour de toute cette énergie qu'on récupère sur la Lune rouge et tout ça, nous mène dans un monde qui est totalement vidé de sa substance et qui paraît être un monde abandonné en fait. Et donc effectivement on retrouve cette problématique écologique qui peut être assez forte par moment, mais comme pour le reste, je trouve qu'elle souffre du manque de qualité d'écriture scénaristique qui fait retomber en fait un peu les enjeux qui sont finalement à chaque fois ramenés à des choses assez évidentes et assez... voilà, le manque de cohérence au niveau des scénarios, bah forcément ça fait souffrir un peu ce propos qui aurait pu être puissant, hein. Comme dans un Mad Max, c'est quelque chose qui tout de suite fonctionne. Mais n'est pas George Miller qui veut, moi j'ai envie de dire. En revanche, un bon cache-misère qui a toujours marché depuis que le cinéma existe, c'est les stars. Et là, on a quand même un beau casting. On a des belles guest stars, on a des beaux petits rôles, et on a des rôles principaux plutôt intéressants, non ? Le film est porté par Hugo Becker et je suis content parce que je le vois enfin en dehors au service de la France d'Arte avec son accent bien vieille France. Donc ça me permet de le voir parler un peu normalement, je suis content, et avec une teinture blond platine, c'est très mignon. Donc c'est lui qui porte le film parce que Jean Reno c'est le papa mais plutôt personnage secondaire, on le voit très très peu. Mais d'un côté je me suis dit que c'était pas plus mal de voir Jean Reno en dehors des films d'action un peu pourris dans lesquels il joue ces derniers temps.
pour se faire du fric, hein, je pense. Voilà, il doit avoir besoin. Mais voilà. Il faut qu'il fasse les Visiteurs 4, écoute. C'est ça, hein. Non, je pense que c'est pas nécessaire. On a vu ce que ça a donné le dernier. Mais oui, il faut. Vous êtes fous ou quoi? Mais évidemment, le meilleur de tous, c'est Philippe Catherine, qui est animateur télé, animateur radio. C'est notre Gilles Boulot du futur. Ouais, c'est Good Morning Vietnam dans le futur. Je veux vivre dans un monde où Philippe Catherine est le présentateur de toutes les émissions du monde, en fait. De toute façon, Philippe Catherine, moi, à titre personnel, dès qu'il y a Philippe Catherine, ça glow up les films de manière assez incroyable. Hein. Et évidemment, il y a une petite chansonnette quand même, sinon ça serait pas Philippe Catherine. Hein. Bah moi ça m'a. Je t'avoue que le casting m'a pas du tout convaincu personnellement. Alors pas Philippe. Bah si Philippe, mais Philippe il est très secondaire. C'est un petit clin d'œil quoi. C'est le petit truc rigolo, mais c'est pas ça qui tient un film. Si c'est lui qui doit tenir le film, alors c'est qu'il y a un problème, tu vois. Alors, est-ce que c'est un problème de casting ou est-ce que c'est un problème de direction d'acteur ? Je vais pas m'avancer là-dessus, mais pour moi, il y a un vrai problème, hein, parce que je trouve je trouve qu'ils sont pas bons en fait les acteurs. Ça me fonctionne quand Becker ne parle pas. Vu qu'il parle pas beaucoup, il y a pas mal de moments qui fonctionnent, mais après, moi je trouve que dans le jeu, ils sont très caricaturaux, c'est vraiment des archétypes et pas beaucoup plus. Et puis la jeune actrice, dont je vais pas me risquer à prononcer le nom parce que je pense que je serais incapable de le faire. Sans m'écorcher. Certes, je le fais pour toi. Ah là là, merci Gavin, t'es le meilleur. Ce sera peut-être une bonne actrice, mais clairement, elle est pas finie quoi. Enfin, je trouve que elle joue pas très bien. Après, elle est jeune, hein, elle a le droit de progresser, mais actuellement, moi, je trouve vraiment que ça fonctionne pas du tout. Wow, tu es très très dur. Est-ce que Karl, tu es trop si dur? Elle est pas finie quoi. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit quand même que Charlie il parlait comme un maître éleveur de chevaux. Quoi. C'est vraiment. Je serais pas permis. Non, mais enfin, tu vois, si on compare avec des films américains, moi, j'ai pas souvenir de voir des films américains avec des jeunes acteurs où je me dis, ça fonctionne pas. Elle a quoi? Elle a 14 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, soit c'est qu'elle est pas encore. Elle a 14 ans. Oh non mais. Ouais, tu es quand même un peu dur, Charlie. Karl, est-ce que toi aussi tu es aussi dur avec le casting? Moi, alors le casting, je trouve que il varie entre bon et bon. Moi, assez moyen. Il y a bon et il y a bon quoi. Voilà, c'est ça. Mais je pense aussi qu'il y a un problème de dialogue, en plus de direction d'acteur ou casting, des dialogues assez clichetons. Alors, pourquoi tu t'es enfui? Pose pas de questions, petite. Mais bon, ça va. Moi aussi, j'ai vu Logan. Entre Léon et Logan. Ouais, oui, en plus Léon. Oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Il y a papa. Il y a aussi toujours dans cette écriture de références mal digérées. La réalisation arrive à avoir un peu son ton, il arrive à avoir une ambiance assez lancinante qui parcourt le film, ça va, mais c'est vraiment dans l'écriture du scénario où le film s'empêtre dans ses propres références, dans ses pairs. Il n'arrive pas à sortir des sentiers trop souvent battus. Et je pense que ça rejaillit même sur le jeu des acteurs avec ces dialogues et ces jeux qui sont clichés et dépassés. Ouais, c'est fort possible. Bon, si je résume tout, on a quand même du coup donc un film de science-fiction français avec un univers visuel plutôt propre malgré quelques faiblesses par-ci par-là, peut-être dû à un manque de moyens ou en tout cas il y a une économie quelque part qu'il va jouer dans des références. Les thématiques sont bienvenues mais pas forcément très bien traitées et ça se ressent même dans le casting qui du coup des fois surjoue un peu ou incarne des clichés. Donc on est sur un film sympathique mais qui a beaucoup de défauts dans sa structure. Du coup, la dernière partie, c'est plutôt de se poser la question, est-ce qu'on doit soutenir ce film parce que c'est français? Parce qu'effectivement, beaucoup de gens disent que c'est un plutôt bon film, alors sans parler de chef-d'œuvre, plein de gens sont très agréablement contents de ce visionnage. De ce qu'on vous entend là, c'est un peu plus mi-figue, mi-raisin, mais est-ce que du coup, pour vous, cette différenciation entre l'accueil critique et public, est-ce que vous êtes en train de me dire, viendrait du fait que parce que c'est français, inconsciemment, on doit un peu le soutenir parce qu'il y a tellement pas de films de genre en France que dès qu'il y en a un, il faut le soutenir. Gabin.
Disons qu'en as 2 fait, j'ai 2 heures. Bon bah super, du coup je vais commencer ma démonstration en 26 points et 36 sous-parties. Ça m'a un peu fait penser d'une certaine manière à Blood Machines de Seth Ickerman, donc, qui était plutôt un court-métrage de science-fiction qui était sorti de façon très discrète au cinéma dans très peu de salles. Et donc là je me dis, pour une fois qu'on a un film de science-fiction français qui est un long-métrage qui sort au cinéma le jour de la réouverture dans un nombre quand même de copies assez conséquent pour ce que c'est, pour le budget et pour une toute petite structure de distribution, j'ai envie de dire allez-y, faites-vous votre avis, peut-être que vous aimerez, que vous n'aimerez pas, mais voilà, pour une fois qu'on a une proposition de cinéma en France de genre, voilà, c'est tout. C'était ma démonstration de 36 points raccourcis en 2 secondes. Donc t'es en train de me dire que toi t'es à fond dans la thématique de même si c'est pas ouf, faut soutenir parce que c'est français. Après je me dis si on ne montre pas son soutien, c'est sûr que ça va pas encourager les producteurs à faire des projets du même genre, mais ce n'est que... c'est un peu le problème en fait, c'est que du coup t'as un peu moi j'ai l'impression que t'as un peu une prise d'otage, parce que déjà on a des bons films de genre, hein. On n'a pas de films de science-fiction qui se font en France, mais par contre du film de genre on en a, il faut pas dire des bêtises, mais... J'ai pas dit qu'on en avait pas, j'ai dit qu'on en a pas bien beaucoup. sûr, mais bon, le problème c'est que moi je suis pas très à l'aise avec cette idée que c'est pas parce que sans doute d'ailleurs que des producteurs ont tort de pas vouloir faire de films de science-fiction en France, c'est pas parce qu'on en a pas que du coup quand on en a un, il faut tout de suite crier au génie et le mettre en avant dans un côté un peu chauvin, genre regardez, nous aussi on sait faire des effets visuels, parce que c'est pas, je trouve pas que ce soit une grande, que ce soit faire preuve de beaucoup de respect pour nous en fait, parce que on est capable de faire mieux quand même. Moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est pas parce que c'est de la science-fiction que d'un coup, on n'a pas le droit d'aller au bout d'un scénario. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un projet qui est mal produit, c'est-à-dire dans le sens où c'est un projet qui est ultra personnel d'un mec qui a eu sa petite idée dans son court-métrage et les gens ont trouvé ça cool. Et puis du coup, il a voulu faire un long et il a été produit par la personne qui lui a dit « Ok, vas-y, on y va ». Mais il n'y a pas quelqu'un qui a pris le film et qui s'est dit on va aller plus loin, on va en faire quelque chose, on va construire quelque chose vraiment. Donc peut-être pour toi il manque plus qu'un réalisateur, parce que de ce que tu me dis en plus il est là le réalisateur, il y a quand même une idée, il y a quand même une volonté, même si elle est maladroite. Ce qui manque vraiment, ce serait peut-être un producteur, c'est peut-être vraiment quelqu'un qui l'aide à tenir le projet jusqu'au bout et qui pas juste le finance et en avant quoi. C'est toujours difficile en fait de savoir où est le curseur, mais ce qui est clair, c'est que moi je pense qu'il y a un manque à la production. Après, à quel point est-ce que ce manque il est aussi dû au fait que il y a aussi des limites dans les qualités de réalisateur de Romain Quiro, qui a des qualités et qui peut progresser. Il est encore jeune, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je l'enterre pas du tout. Mais ça me pose problème, surtout que il y a un moment, les autres, ils savent aussi faire des bons films avec des petits budgets. Et si on veut vraiment mettre en avant un film de science-fiction qui n'a pas d'argent, moi je vous dis, regardez un film comme Moon. Moon, c'est le même budget, c'est 4 millions d'euros, c'est 5 millions de dollars, donc 4 millions d'euros. Et clairement, le scénario, il est béton, tout est maîtrisé, t'as l'impression qu'il y a une préparation de dingue, c'est parfaitement maîtrisé, puis t'as un casting qui est parfait. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent que d'un coup, il faut se contenter du peu qu'on a. On a le droit aussi d'être un peu exigeant. Oui, moi je penserais même au dernier Aja qu'on avait critiqué, où vous étiez quand même tous bien plus dithyrambiques sur la question. C'est un film qui est très maîtrisé, celui d'Aja. C'est un film particulier parce que c'est un seul décor presque, et voilà. Mais par contre, la mise en scène, elle est totalement personnelle en fait au final. Il a fait ce qu'il voulait pour son film et c'est maîtrisé. Alors que là, effectivement, il y a ce côté, on va prendre un peu partout tout le temps. Mais du coup, est-ce qu'il y a encore quelque chose de personnel ? Pas trop sûr, quoi. Ça fait un peu film cool. Juste rebondir sur le Aja vite fait, mais ce qu'il y a de bien avec Aja, c'est qu'il est revenu en France après être parti parce qu'on lui a pas forcément donné les moyens de faire ce qu'il voulait faire ici, je suppose. Ça a peut-être pas forcément fonctionné comme il le voulait non plus après les remakes qui
qui ont bien marché, mais voilà, le voir revenir en France, c'est que ça doit vouloir dire quand même que ça a changé et qu'on est c'est Netflix plus à même... après, c'est particulier. Hein. C'était un projet C'est qui à la Netflix base aussi, était oui. fait pour être en anglais, pour pas être produit en France. Ça s'est goupillé comme ça, mais ça n'a pas été pensé comme ça. Et donc sans doute qu'il serait jamais fait. On va pas refaire l'émission sur Aja, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que Aja, lui, a dit récemment en interview, quand on demandait un conseil, et il a dit, pendant des années, j'ai donné un conseil, maintenant je vais peut-être donner l'inverse. Pendant des années, je disais aux jeunes réalisateurs qui voulaient faire du cinéma de genre et du cinéma un peu sympatoche, un peu pas cadré par les chaînes de télé et les studios, de se barrer aux États-Unis. Et il dit que maintenant, en fait, justement, peut-être qu'il y a un nouveau courant qui se crée par les nouvelles plateformes, par les nouveaux moyens de distribution, et qu'effectivement, maintenant, il y a moyen de refaire du genre en France, et c'est pour ça qu'il est revenu pour ce film-là. Donc, au final, je vais juste vous poser une toute dernière question. C'est français, mais est-ce que c'est cool ? Donc, Gabin. C'est français, c'est un peu cool, ça aurait pu être plus cool, mais c'est un peu cool. Karl ? Oh, franchement, si j'avais vu avec une carte UGC plutôt que payer 10 balles... Très bien, la réponse des pauvres, super, j'adore ça. Et Charlie ? Bah écoute, c'est français mais c'est cool, mais c'est peut-être aussi son problème. C'est peut-être trop dans le quand cool, on quoi. est trop cool, Voilà. quand on est trop cool, on est peut-être moins français. Je retiens la leçon, merci Charlie. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du dernier voyage ? N'hésitez pas à nous le dire et à nous le faire savoir sur nos différents réseaux sociaux, donc notre Discord, bien sûr, notre page Twitter, et vous pouvez bien sûr réécouter toutes nos émissions passées, présentes, à venir, ainsi que les critiques, comme celle du dernier film d'Alexandre Aja dont nous venons de parler à l'instant. Mais il n'y aura pas et après, et peut-être de Clapiche, en revanche, je suis désolé. Vous ne verrez pas une critique de mes chroniqueurs en train de parler de la merveilleuse goutte de sperme en 3D faite en 99. Incroyable. Bref, vous pouvez nous retrouver, passé, présent et à venir, critiques et émissions sur Aosha avec le réseau de podcast Micro Stockholm, et bien sûr sur notre chaîne YouTube. On vous fait des gros bisous tout chaud. Je ne sais pas pourquoi tout chaud. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Bisous tout le monde.